d'enregistrer pour le rendre après disponible pour ceux qui ne peuvent pas participer aujourd'hui à cette deuxième réunion du cycle voilà, des webinaires pour les projets alimentaires territoriaux sur l'adaptation au changement climatique. Donc merci à toutes et tous d'être présents. Un webinaire qui va donc peut-être Christelle, si c'est OK, peut-être de partager le diaporama, s'il te plaît? Juste pour rappeler déjà peut-être en intro rapide les consignes. J'ai partagé mon écran. Est-ce que vous voyez de... Oui, est-ce que tu peux le grossir un peu en fait ou même passer en plein écran ou... Ouais, super. Et donc juste la deuxième diapo, s'il te plaît. Voilà, donc effectivement, comme je viens de le dire, le webinaire est enregistré, donc bien évidemment, si vous ne souhaitez pas du tout apparaître, mais sachant que de toute façon, avec le partage du diaporama, il n'y a que quelques vignettes qui sont visibles en général sur l'enregistrement. De manière générale, comme on va être assez nombreux, là on est déjà 38, merci de couper vos micros quand vous ne prenez pas la parole, donc juste pour éviter les bruits parasites. Et par contre, n'hésitez pas à utiliser le chat, mais vraiment pour poser les questions. Il y a plusieurs personnes de l'équipe du réseau régional des PAT qui sont là pour répondre aux questions. Donc n'hésitez pas vraiment à en poser un maximum. Et puis vous pouvez aussi lever la main pour demander la parole et donc on va assurer un suivi des réactions pour vérifier qui souhaite prendre la parole. Et puis, d on prévoit un temps quand même de questions-réponses à la fin du webinaire, mais donc, on restera peut-être un petit peu plus longtemps qu'1 heure et demie parce qu'il y a vraiment beaucoup d'infos qu'on souhaitait vous faire passer, sur, cette, 1re, sur ce webinaire-là. Mais on restera, facilement 1/4 d'heure, 20 minutes de plus, pour ceux qui le peuvent, pour échanger et répondre à vos questions. Et puis enfin au tout début, ça va être plutôt au début là, un peu pour, aussi vous impliquer, dans le webinaire. On va vous partager 2 liens Klaxoon. Donc les connexions se font à l'aide de pseudos, pas besoin de compte, pas besoin d'entrer votre adresse email, voilà, vous mettez un petit pseudo et c'est, juste pour que, voilà, il y a un peu une inclusion et puis, une participation. S'il te plaît, Christelle. Donc, ce webinaire s'inscrit donc dans un cycle de 3 webinaires, qui souhaitent effectivement vous apporter un maximum d'informations sur, comment intégrer les questions d'adaptation au changement climatique, dans vos projets alimentaires territoriaux. Le premier a eu lieu donc, le 12 avril dernier et le troisième aura lieu, le 13 juin. Donc aujourd'hui, on traite vraiment la question du focus de l'amont des filières alimentaires, donc plutôt l'adaptation des pratiques agricoles et des filières agricoles. Avec, donc, déjà, quels sont les aléas, sur les filières agricoles? Quels sont les modes d'adaptation possibles des filières? Et puis des focus sur l'eau agricole et la gestion des sols. Et celui de juin traitera plutôt l'aval sur les questions de logistique, transformation, stockage. Et donc on va commencer par un premier petit temps justement de sondage. Donc on va vous mettre un lien dans le chat, sur lequel vous pouvez vous connecter. Voilà. Bonjour. Ouais, je sais pas, ça marchait pas. Hein? Alors voilà, donc vous avez un lien. Christelle, tu peux passer à la diapo suivante. Donc vous allez y trouver en fait un sondage, qui vous demande de cocher les aléas qui, selon vous, ont un impact important sur la production agricole dans notre région. Donc vous avez, un certain nombre de choix et c'est juste pour voir pour vous, vraiment à votre avis, voilà, quels sont ces aléas qui ont un impact important sur les productions agricoles dans notre région? On vous laisse, un petit peu de temps pour répondre. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de propositions, Chloé. On a fait plein de propositions. Je te laisse reprendre la main peut-être sur la présentation.
Oui, il n'y a pas de choix limité dans les propositions. Et là, l'idée, c'est plus d'avoir votre ressenti, en fait, en termes d'impact du changement climatique sur la production agricole. Et ça fait un petit teasing pour la partie suivante, où vous aurez des éléments de réponse. Alors, on a déjà 24 votes. On va laisser encore quelques secondes. Et peut-être, du coup, on va pouvoir partager. On a 27 votes sur 28 participants. Peut-être, Christelle, est-ce que tu vois le résultat sur ton écran? C'est bon? Tu veux bien nous le partager, du coup? Bon, c'était juste pour, initier un petit temps d'inclusion, simplement. Donc quels sont les aléas qui ont été les plus, retenus? Est-ce que tu peux le mettre, peut-être dans l'autre format, tu sais? Pour qu'on ait tout sur le même diagramme. Le format. En tout cas, tout le monde a l'air de dire que, tout le monde a coché la case sécheresse. Voilà ce qui ressort le plus, donc la sécheresse, le gel. Après, peut-être les vagues de chaleur aussi. Et peut-être les forêts qui sont un peu au-dessus. Donc on va voir par la suite, peut-être, il y a certains aléas qui touchent majoritairement le secteur agricole, mais après d'autres aléas qui sont aussi présents en PACA, pardon, et qui vont peut-être avoir des incidences plus importantes sur d'autres secteurs. Super, merci beaucoup. Donc, on va justement demander à Gaëlle, de la DRAF PACA de nous présenter justement un petit retour d'expérience sur les derniers aléas, qui ont pu avoir un impact sur les productions et les filières agricoles dans notre région. Ok, bonjour à tous. Du coup, est-ce que vous avez d'ailleurs, le diaporama? Voilà, parfait. Alors, bon, déjà, juste souligner que c'est principalement Anne Souchot qui avait préparé ce webinaire avec vous. Elle ne pouvait pas être là aujourd'hui, donc je présente à sa place, mais voilà, c'est elle qui avait un peu préparé ces travaux-là. Donc, juste pour rappeler que effectivement, l'agriculture régionale, elle est régulièrement frappée par de nombreux aléas climatiques en région, que ce soit des pluies, des inondations, le gel, la grêle, les tempêtes ou la sécheresse, et que tous les départements et toutes les filières sont impactés. On se souvient notamment des épisodes récents les plus dramatiques, là, comme les inondations de novembre et de décembre 2019, la tempête Alex de 2020, le gel tardif d'avril 2021 qui a été d'envergure nationale, ou encore la sécheresse qu'on a tous bien ressentie l'an passé en 2022. Donc, on peut changer de diapo. Donc, pour ce qui est du volet agricole, sur ces 3-4 dernières années, il y a 11 aléas climatiques exceptionnels qui ont été du coup reconnus, qui ont permis des reconnaissances au titre des calamités agricoles. Donc, il y a eu effectivement un enchaînement d'aléas avec des dommages consécutifs très importants, puisqu'ils ont pu aller jusqu'à 30 à 100% de pertes sur certaines productions. Et à ces événements-là de reconnaissance au titre de calamité agricole, on peut aussi ajouter des épisodes de grêle sur vignes et vergers qui ne figurent pas dans cette procédure.
Donc, les conséquences pour les exploitations agricoles, elles sont importantes, parce qu'il y a déjà des conséquences sur des pertes de récolte, à la fois en quantité et en qualité, mais également des pertes de fonds, c'est-à-dire des destructions ou des dégradations des moyens de production. Donc, par exemple, ça peut être des arbres ou des vignes détruits, des animaux emportés, des sols ravinés, des ouvrages d'exploitation endommagés. Alors, même si des accompagnements financiers sont mis en œuvre, ces événements ont des impacts économiques défavorables forts sur les filières. Hein, bon, déjà, côté amont des filières, hein, on peut aussi noter des déstabilisations des marchés qui parfois remettent en cause la pérennité de certaines structures, parce que des producteurs peuvent perdre des marchés et avoir du mal à les retrouver. Mais on a aussi des impacts pour l'aval des filières, hein, puisque donc on peut avoir des entreprises de l'aval, des expéditeurs, grossistes, distributeurs, industries agroalimentaires qui se retrouvent à un moment sans ou avec moins de matières premières, avec pour autant toujours des charges fixes et des salaires à payer, des marchés à nourrir. Donc voilà, je veux dire, un impact, de forts impacts sur la production, ça a des impacts sur toutes les filières. On peut avancer sur la diapo suivante. Donc, je vais faire ensuite un focus sur deux événements un peu particuliers. Donc, le gel d'avril 2021 et puis la sécheresse de 2022. Alors, sur le gel de 2021, compte tenu de l'exceptionnalité du phénomène, l'État avait mis en place un accompagnement renforcé en complément des indemnisations des pertes au titre de la procédure des calamités agricoles, hein, parce qu'il y avait eu des pertes effectivement très, très importantes. Et donc, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce sont plus de 68 millions d'euros qui avaient été versés pour l'indemnisation au titre des calamités agricoles et qui ont été complétés par un fonds d'urgence financé à la fois par l'État et par les collectivités en appui, mais également mise en place de divers autres dispositifs comme des prises en charge de cotisations sociales, un dégrèvement de taxes sur le foncier non bâti et des aides également aux entreprises de l'aval, notamment expéditeurs, transformateurs, coopératives, sachant qu'on est encore en train de gérer les suites et fins de ces dispositifs. On peut passer à la diapo suivante. Donc ensuite, sur le deuxième focus sur la sécheresse de l'an passé, hein, que vous avez tous bien en tête. Donc ce contexte de grande sécheresse et de forte chaleur a eu pour conséquence, des conséquences importantes sur l'ensemble des filières et l'ensemble des territoires. Donc pour ce qui concerne l'élevage, en fait, dès la mi-juillet, les troupeaux en montagne ont rapidement rencontré des difficultés d'abreuvement avec le tarissement des sources et cours d'eau. Les prairies ont eu effectivement aussi des problèmes de productivité et on a également constaté des baisses de production de lait au niveau des troupeaux laitiers. Donc ensuite, sur tout ce qui est un peu prairie et culture, donc les moissons ont eu lieu avec une dizaine de jours d'avance, avec une qualité et un rendement très hétérogène, hein, avec un poids spécifique et des taux de protéines très variables. En arboriculture, l'effet combiné, sécheresse, chaleur, a conduit à la production de fruits de petit calibre, de fruits fendus, voire de chutes de fruits. Pour le cas un peu particulier des olives, on peut aussi craindre un impact sur la récolte de cette année parce que l'olivier produit des fruits sur des rameaux âgés d'une année qui n'ont pas pu bien se développer en 2022. Voilà, et on a aussi eu d'importantes pertes à la fois de récolte et de fonds qui ont été observées sur les plantes aromatiques, médicinales à parfum, en horticulture pépinière et en maraîchage. Donc voilà, vraiment, toutes les filières ont été bien impactées. Donc on peut passer à la diapo suivante. Donc, il y a effectivement eu d'autres répercussions un peu collatérales qui peuvent prendre une ampleur économique importante. Alors, pour l'élevage, effectivement, on a constaté un surcoût pour l'alimentation et l'abreuvement des animaux ou parfois une décapitalisation de cheptel en l'absence de trésorerie suffisante.
Dans le secteur horticole, la canicule qui avait été annoncée dès la fin du printemps a incité les consommateurs à être très prudents pour leur plantation personnelle, ce qui a entraîné une mévente des végétaux d'ornement. Pour le cas des fruits, pour les petits calibres de fruits, cela a impacté les volumes proposés en frais et une réorientation vers l'industrie, donc ce qui a fortement déstabilisé le marché. Voilà. En maraîchage, certains producteurs ont fait le choix de sacrifier une partie des cultures afin de pouvoir continuer à en irriguer d'autres, hein. Donc, ça a été des choix un petit peu compliqués à opérer. Et puis, impact aussi au niveau de l'aval, hein, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Donc, faute de disponibilité de production, les entreprises ont dû s'approvisionner aussi par ailleurs, en fait, avec des surcoûts importants. Voilà. Et en dehors du volet donc filière strictement agricole, on a aussi traité voilà, un sujet un petit peu compliqué. Enfin, on pourra en parler tout à l'heure sur la gestion des ressources en eau et avec de forts impacts, notamment côté tourisme, que ce soit côté Serre-Ponçon, mais voilà, également Sainte-Croix, enfin, sur les différentes retenues, puisque là, effectivement, la sécheresse, enfin, voilà, la situation a touché des zones où on était plutôt d'habitude dit en zone sécurisée, mais l'an passé, finalement, on a dû appliquer des restrictions un peu partout. Et c'est vrai qu'au niveau de barrage de Serre-Ponçon, la saison touristique a été assez compliquée avec un niveau d'eau voilà, très, très bas. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Donc, pour faire face voilà, à cette situation de sécheresse là, de l'an passé, il y a différentes initiatives qui ont été menées au niveau local, mais aussi un certain nombre de mesures nationales. Donc, pour ce qui est des initiatives locales, certaines ont été mises en œuvre avec le soutien des services de secours et incendie, des EPCI, des conseils départementaux, des chambres d'agriculture, de l'ONF, notamment pour l'acheminement d'eau et l'ouverture des accès, le portage de matériel de stockage d'eau pour l'abreuvement du bétail, également l'ouverture au pâturage par l'ONF de secteurs situés en forêt domaniale, avec une prolongation aussi des durées de pâturage dans des zones habituellement chassées. Voilà, globalement aussi la mise en place de différentes cellules de crise et des groupes de travail dans les départements. Voilà. Et côté État, en fait, compte tenu de l'exceptionnalité du phénomène de sécheresse en 2022, l'État a aussi mis en œuvre un accompagnement renforcé. Donc, tout d'abord en complétant les indemnisations de pertes au titre des procédures de calamité agricole, en essayant aussi de renforcer un peu et d'aider à la trésorerie des agriculteurs avec le renforcement des avances au niveau des aides PAC, et puis d'autres dispositifs, comme je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, un peu d'exonération ou de report de charges, voilà, pour côté foncier non bâti et MSA. Voilà. Il a également été possible d'ajuster des cahiers des charges donc pour certaines AOP ou IGP, voilà, du fait que certains critères ne pouvaient pas être respectés dans ce contexte de sécheresse marquée. Voilà. Et puis, effectivement, au niveau de la région et des départements, il y a eu voilà, mis en place de cellules de crise, comme j'ai dit tout à l'heure, et là, notamment au niveau régional, une cellule de crise qui s'est réunie à nombreuses reprises voilà, l'été dernier pour la gestion multi-usage de la ressource en eau, hein. Avec les sujets d'arrêté sécheresse, de restrictions aussi au niveau de la commission exécutive de la Durance, hein, pour réguler les prélèvements, alors que enfin, je veux dire, on était vraiment dans une année vraiment très, très exceptionnelle. Enfin, en tout cas, côté commission exécutive de la Durance qu'on suit de près au niveau de la DRAF, on n'avait vraiment jamais connu voilà, un été aussi compliqué avec des restrictions assez fortes à appliquer au niveau des canaux sur des zones qui étaient jusque-là dites sécurisées. Alors maintenant, on ne parle plus de sécuriser, on parle de ressources stockées. Voilà. Donc voilà un petit peu tout ce qui s'est mis en place. Et puis côté État, effectivement, on a aussi continué, mais je veux dire côté voilà, agence de l'eau et autres financeurs aussi, à accompagner les projets voilà, d'acquisition de matériel de lutte contre les aléas
aléas climatiques au travers du plan de relance et du plan France 2030. Donc voilà, moi c'était effectivement juste pour bosser un peu je ne sais pas si je suis restée dans les 8 minutes, mais voilà. Merci Gaëlle. Merci, super. Merci pour ce panorama déjà de tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Christelle, je veux bien que tu partages quand même la suite sur le quiz pour les questions, du coup. Je crois que ça a arrêté le partage, je ne sais pas pour quelle raison. Donc je vous envoie en tout cas dans la conversation un nouveau lien pour un sondage. Histoire de rester dans la dynamique en ce début. Exactement. Vas-y Chloé. Donc il y a les 2 questions qui sont affichées sur les diapos et donc vous pouvez vous connecter pour y répondre. Je te laisse les lire du coup, peut-être Chloé pour… Oui, alors je ne sais pas si tout le monde est connecté. En fait, la première question, c'est pour revenir sur le choix entre adaptation, qu'est-ce qu'une mesure d'adaptation. Donc, on vous propose 4 choix de mesures et à vous de décider de trancher s'il s'agit d'une mesure d'adaptation ou non. Quand vous aurez répondu, vous aurez une deuxième petite question qui va s'afficher sur votre lien Klaxoon en même temps. Je ne sais pas si je parle de la deuxième question. Ouais, Christelle, est-ce que tu peux changer juste la diapo pour qu'on voit la deuxième question, s'il te plaît? Et deuxième question, c'est sur l'ordre de grandeur des surcoûts liés à l'augmentation des aléas climatiques pour l'agriculture en France à l'horizon 2050. Donc, à vous d'estimer l'ordre de grandeur de ce surcoût. Et on pourra discuter ensuite des réponses. Alors, je crois que quasiment tout le monde toutes les personnes connectées quasiment ont répondu. Est-ce que Christelle, tu as bien 30 votes sur 31 là ou? Quand tu pars sur ton… Sinon je le partage moi. Je vais peut-être le partager si tu veux ou c'est bon? Je pense que c'est bon. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut remettre le format radar? Alors, tout le monde a voté donc, comme mesure d'adaptation le choix des variétés moins gourmandes en eau. Donc, effectivement, ça c'est bien une mesure d'adaptation. Augmenter la biodiversité aussi dans les cultures. Donc là, il y a plusieurs manières de faire, hein, mais ça peut être réimplanter des haies, des arbres, etc. Donc, c'est aussi une mesure d'adaptation. Et après, la troisième, j'ai l'impression que c'est l'augmentation de la hauteur des digues pour faire face à la montée des eaux et protéger les cultures. 47% de réponses pour cette Donc ça, c'est bien aussi une mesure d'adaptation qu'on pourrait, on va le voir dans la suite, hein, dans les typologies de l'adaptation, mais ça peut faire partie d'une mesure d'ajustement, en fait, protéger les cultures, c'est un peu ça peut être un des choix, en fait, en tout cas, pour maintenir l'activité. Et le dernier, la dernière proposition, c'était sur la diminution de la consommation énergétique des bâtiments, et là, on est plus sur de l'atténuation. Donc, diminuer les émissions de gaz à effet de serre et la consommation énergétique. Donc ça, c'était pour faire un petit rappel par rapport au premier webinaire. Donc, n'hésitez pas à aller le revoir pour la distinction entre adaptation et atténuation. Et donc là, c'était aussi pour faire un clin d'œil au premier webinaire où on avait parlé du coup de l'inaction. Donc là, vous êtes en majorité, 57% des personnes ont voté pour 1 milliard d'euros par an.
Et bravo, parce que c'est effectivement la bonne réponse, ce qui n'est pas facile quand on parle de chiffres, je trouve. Et j'ai essayé un peu d'objectiver ce milliard d'euros par an, ce que ça représentait pour le monde agricole. Alors moi, je suis arrivée j'ai essayé d'évaluer par rapport au revenu annuel moyen des actifs dans le monde agricole. Et ça représenterait environ 24 400 revenus annuels. Et donc, c'est environ 2/3 des revenus annuels des actifs de PACA, donc, ce qui est quand même important, enfin, même très, très important. Voilà, donc on peut peut-être passer à la suite. Juste après, l'idée, c'était de revenir, voilà, merci, sur la typologie un peu des mesures d'adaptation. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières en fait de catégoriser ou en tout cas d'envisager l'adaptation au changement climatique. Donc là, ces premières approches, c'est au niveau du gradient de changement climatique. Donc ça dépend en fait, voilà, le changement climatique, l'intensité ne sera pas la même et l'évolution ne sera pas la même en fonction du contexte et du territoire. Donc il y a plusieurs réponses possibles en fait d'adaptation et ça dépend aussi si on envisage l'adaptation à court, moyen ou long terme. Donc, premier type de mesure, c'est au niveau, enfin, on appelle ça des mesures d'efficience. Donc, c'est plutôt des actions qui vont permettre d'optimiser le système agricole actuel, par exemple de changer de matériel d'irrigation, d'ajuster les variétés cultivées. Et on l'a vu dans une des questions précédentes, ça peut être aussi voilà, de mettre une digue pour protéger les cultures. Deuxième niveau, ça va être plutôt des mesures de substitution. Donc là, on va chercher à modifier une ou des parties du système agricole, mais sans modifier la finalité même de la production. Donc ça peut être rester sur un modèle agricole, mais changer la culture, diversifier les composantes fourragères, par exemple pour le bétail, enfin diversifier les types de cultures. Donc là, ça pourrait être, si on reste sur la hausse des niveaux de la mer, la digue n'est pas assez haute, du coup il y a des intrusions d'eau saline dans les sols, on va changer de type de culture, faire potentiellement soit de l'aquaculture ou alors des cultures qui vont mieux résister à des sols salins. Après, ça peut être reconcevoir totalement l'exploitation. Donc, recomposer l'assolement, introduire de l'élevage, par exemple, si on n'en faisait pas avant, développer l'agroforesterie, voire aller sur de nouvelles activités qui peuvent être aussi en dehors du domaine agricole. Donc, ça peut être... et là, dans le cadre de l'exemple de la hausse du niveau de la mer, c'est finalement les parcelles, on va les remonter sur des terrains où il n'y a pas d'intrusion salide et développer une autre activité en bord de mer ou laisser place à la biodiversité. Et on peut passer à la diapo suivante, une autre approche qui va être peut-être plus opérationnelle, une autre manière de classifier les mesures d'adaptation et qu'on préconise aussi, c'est de partir sur des mesures aussi dites sans regret. Donc ça va être des actions qui seront bénéfiques en fait, quel que soit le niveau de changement climatique, quelle que soit l'intensité, la fréquence, etc., et qui peuvent être aussi bénéfiques même sans changement climatique. Donc, des actions qui vont, dans tous les cas, préserver la biodiversité, qui vont être bénéfiques sur la santé, ça peut être la santé des consommateurs, la santé de l'agriculteur, qui peuvent avoir des bénéfices économiques, aussi sociaux. Par exemple, les jardins partagés qui permettent aussi de rassembler les gens, d'avoir des ateliers un petit peu pédagogiques autour de l'agriculture. La santé, on a parlé... moins d'intrants chimiques, ça peut préserver la santé pour la biodiversité, mais aussi pour du coup les consommateurs et les utilisateurs de ces intrants. Une autre mesure, une autre manière de voir l'adaptation, c'est aussi d'axer sur des actions qui sont réversibles et flexibles. Donc ça veut dire qu'ils permettent de changer de stratégie à court terme en fonction en fait des nouvelles connaissances à la fois sur l'évolution du climat, parce qu'en fait, on met à jour les modèles climatiques en fonction aussi de nos stratégies d'émissions de gaz à effet de serre, de nos émissions actuelles. Le climat ne va pas évoluer de la même manière, donc c'est pouvoir réajuster en fait en fonction de ces nouvelles données-là et ces avancées.
et aussi à avancer de nouvelles connaissances sur l'impact du changement climatique, par exemple sur la production. Donc, ces types de mesures, ça va être plutôt des mesures normatives ou réglementaires, comme les normes environnementales, tout ce qui est restrictions autour de l'aménagement, la protection des zones agricoles, ou alors des systèmes d'alerte précoce pour la sécheresse, pour la grêle, qui permettent voilà, d'anticiper les aléas. Et après, un dernier type de mesures qui sont les mesures d'investissement. Donc là, c'est plutôt des actions d'anticipation qui vont demander un investissement aujourd'hui, un investissement parfois lourd financier, mais qui aura des bénéfices sur le long terme. Donc, c'est pouvoir aussi anticiper les transformations nécessaires pour faire face au changement climatique d'ici 2050 et au-delà. Donc, par exemple, construire une digue ou un bâtiment. Voilà, ça demande parfois un investissement aujourd'hui. Il faut pouvoir se projeter aussi dans l'avenir. Et donc là, on voulait aussi vous parler d'une étude qui a été portée par l'ADEME autour des démarches d'adaptation au changement climatique dans les secteurs agricoles et forestiers et les filières. Donc là, bien sûr, on va faire un focus sur l'agriculture. Et c'est une étude à laquelle j'ai pu participer aussi pendant mon précédent poste. Donc l'objectif de cette étude, c'était d'axer en fait, de faire un benchmark, d'aller recenser un certain nombre de démarches d'adaptation et de les étudier du point de vue de la mobilisation des acteurs, de comprendre en fait comment ces démarches ont émergé et quels sont un peu les facteurs de succès, les leviers pour mobiliser les acteurs autour de l'adaptation du changement climatique dans le secteur agricole et dans les filières. Et d'essayer d'identifier en fait des démarches entre guillemets exemplaires et de voir dans quelle mesure est-ce qu'elles seraient réplicables dans d'autres territoires ou dans d'autres filières et pourquoi. Donc, on a recensé une centaine de démarches en France, mais aussi en Europe, enfin à l'international, pour essayer de voir et d'ouvrir les horizons sur ce qui se fait en dehors même de la métropole. Il y a 8 démarches qui ont été sélectionnées et qui font l'objet en fait d'un recueil qui est disponible sur la librairie de l'ADEME. Donc, 4 démarches pour le secteur agricole. Donc, il y a la filière époisse qui a été étudiée, le projet La Cave, mais c'est plutôt autour c'est la viticulture et des trajectoires d'adaptation pour les grands bassins viticoles. Un autre projet un projet européen sur le millet, le sorgho et comment recréer en fait des nouvelles filières pour ces cultures. Et là, pour le coup, ils ont à la fois intégré des acteurs de l'amont et de l'aval et des consommateurs. Et un dernier projet sur le diagnostic et l'accompagnement en fait, d'agriculteurs au Canada. Et en parallèle de ce recueil de démarches, il y a aussi une analyse transversale qui a été menée, comme je disais, au regard de la mobilisation des acteurs. Et on en a ressorti 8 grandes recommandations, donc à la fois à destination des acteurs, des secteurs et des filières, mais aussi des décideurs publics. Et c'est ce que je vais vous présenter dans la suite, mais vraiment rapidement. Donc, je vous inviterai aussi à aller voir cette synthèse. Donc, dans les 8 recommandations, la première, elle s'appuie sur le cadrage en fait d'une démarche d'adaptation, savoir sur quelle échelle de travail on va étudier soit les filières, soit les territoires, ou les deux. Ça peut être aussi avoir une entrée filière et territoire au travers notamment des signes de qualité, comme les AOP. C'est important de pouvoir en fait intégrer l'ensemble des acteurs d'une filière, à la fois les acteurs de l'amont, mais aussi les acteurs de l'aval, pour réussir à construire vraiment une vision commune de l'adaptation et pour être sûr que les solutions qui sont envisagées, elles soient partagées par tous et que tout le monde soit engagé, mais dans la même direction. Deuxième recommandation, c'est sur ce qu'on avait remarqué, c'est que les démarches qui ont abouti, c'est aussi des démarches qui avaient été portées par des structures qui avaient déjà une certaine légitimité, en tout cas dans le secteur agricole, pour porter ce type de démarche et qui parfois n'avaient pas toujours la compétence sur le changement climatique. Donc, il y a aussi un besoin de monter en compétence de ces structures, d'aller chercher en fait les bons porteurs de projets et de pouvoir aussi former et vous former aussi sur les sujets de l'adaptation au changement climatique. Donc, pour ça, il y a un certain nombre de formations, dont les formations ADEME. Troisième point, c'est sur
construire un récit un peu commun sur quels sont les chemins possibles de l'adaptation et des filières, en partant d'un diagnostic en fait de l'état actuel, donc à la fois d'un diagnostic, peut-être un diagnostic de la résilience alimentaire, mais aussi un diagnostic en fait climatique. Donc partir du constat, donc soit des éléments passés, mais aussi des scénarios climatiques futurs, pour essayer de se projeter dans ce que sera le monde agricole en 2050 et voire au-delà, et réussir à se projeter d'abord à court terme, parce que c'est plus facile d'envisager des solutions, mais aussi à long terme, parce qu'il y a certaines transformations qui demandent du temps et d'être anticipées, comme on le voyait au travers des mesures d'investissement. Et inciter sur le fait que l'inaction, ce n'est pas un chemin possible, parce que plus on attend, plus les coûts vont être importants. On peut passer à la suite. Alors, quatrième recommandation, c'est autour des trajectoires sans regret à court terme. On le disait, c'est pouvoir mettre en place des actions qui, dans tous les cas, seront bénéfiques pour d'autres secteurs, pour la biodiversité, pour la santé, pour le social, pour l'économique, et favoriser ce type de démarche-là. Et d'engager, en fait, ça permet aussi déjà un premier pas en fait dans l'adaptation, parce que parfois envisager des transformations à long terme, ça fait peur, on manque justement de projection, et c'est de dire ça, commencer petit à petit avec déjà les effets qui sont ressentis aujourd'hui, et engager les réflexions pour la suite, et s'appuyer sur des réseaux de retour d'expérience, parce qu'il y a déjà beaucoup de démarches qui sont menées, recensées. Et donc, l'idée, c'est de s'appuyer sur ces connaissances qui sont déjà plus que nécessaires aujourd'hui. Il y a un certain nombre d'outils qui sont déjà à disposition, des observatoires régionaux aussi, au travers de ce que fait le GREC Sud et des cahiers, des ressources ADEME sur le sujet. Cinquième recommandation, donc ça, c'est aussi, on en parle beaucoup, mais c'est de co-construire ces démarches. On l'a dit au début, une vision commune de l'adaptation est partagée, en tout cas par une grande partie des acteurs. Et donc, c'est créer des ateliers, des instances d'échange entre tous ces acteurs-là, et de faire émerger en fait ces nouvelles solutions. Donc là, il y a aussi des outils qui existent de partage de la connaissance et de coopération. Et pour finir, parfois aussi, il y a des difficultés sur comment présenter ces démarches, comment convaincre et faire en sorte d'aller chercher des financements et de prouver la vérité de leur utilité. Et vu au travers des démarches du benchmark, c'est qu'il y en a beaucoup aussi qui se sont appuyés sur ce qu'on a appelé la pédagogie des aléas majeurs. C'est finalement tous les aléas et les événements passés, et ce qu'on vous a présenté juste avant, et de montrer qu'il y a déjà en fait des impacts importants de ces catastrophes climatiques, à la fois économiques et aussi sociaux et au-delà. Et que de toute façon, ces événements vont augmenter en fréquence, en intensité, et que c'est un des leviers d'action aussi pour mobiliser les différents acteurs, et de mettre en avant les co-bénéfices. Donc ça rejoint les mesures sans regret, que dans tous les cas, ça ne contribue pas que à l'adaptation, qu'il y a plein d'autres bénéfices qui sont intéressants dans tous les cas, et mettre en avant ces approches systémiques. Et bien sûr, le nerf de la guerre, c'est d'aller chercher les financements en faveur de l'adaptation, mais parfois aussi, on peut aller les chercher autre part, même des financements qui ne sont pas forcément dédiés à l'adaptation, mais où justement concernent la biodiversité ou la santé, où on a pu déjà identifier qu'il y avait ces bénéfices-là dans nos actions. D'où l'intérêt d'avoir une vision un petit peu transversale, et pour ça, un certain nombre d'appels à projets, d'appels à manifestation d'intérêt ou des financements qui sont déjà proposés par la région, par l'ADEME, etc., par l'Agence de l'eau. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tenu le temps. Là, on a remis du coup les différents liens vers les ressources. C'est vrai que je n'ai pas parlé de la plateforme Canary, AgriAdapt. Donc ça, c'est d'autres ressources sur tout ce qui est
outils sur les données climatiques et sur les diagnostics en fait qui peuvent vous aider en tout cas à faire des diagnostics de l'évolution climatique sur votre territoire. Donc il n'y a pas que Canaries, hein, on avait parlé aussi de Drias la dernière fois, il y a aussi l'outil Climat 21 des chambres d'agriculture. Voilà. Donc n'hésitez pas. Merci Chloé. Oui, on a un peu de retard déjà sur le planning, mais c'est habituel. Pas de souci. Donc on va passer justement à quelque chose d'un peu opérationnel avec les présentations de Guillaume Janingro et ensuite de Claude Bory, de la Chambre régionale d'agriculture et de la Chambre départementale des Bouches-du-Rhône. Donc Guillaume, si tu veux bien prendre la parole pour Oui, présenter un peu ce qui se passe en région sur ces questions-là. très bien. Donc, du coup, petite présentation du projet Start Climat, donc avec les départements de PACA. Donc, ce projet, lui, il a pour objectif d'accompagner les agriculteurs vers des modifications de leurs pratiques agricoles. Et ça a pour but de s'adapter aux effets du changement climatique. C'est déployé à l'échelle donc de la région sud sur plusieurs territoires et plusieurs filières agricoles qui sont représentatives de cette même région. Donc voilà, après, les objectifs, hein, c'est construire des scénarios d'évolution du climat spécifiques à la région sud. C'est sensibiliser, aider et impliquer donc, les agriculteurs dans des initiatives d'adaptation au changement climatique. Et aussi, donc, vu que c'est un projet d'accompagnement, c'est accompagner les agriculteurs dans la mise en œuvre de leur plan d'action. Donc ce projet, il dure 15 mois, donc ça a démarré en 2022 au mois de mai et ça terminera cet été, donc au mois d'août 2023. Et donc voilà, en termes de pilotage, il y a les chambres d'agriculture, donc les 6 chambres, hein, donc les 6 chambres départementales et la chambre régionale. Il y a aussi le CRIAM Sud, l'ADEME PACA, la région sud, DRAV PACA, l'agence de l'eau et la DRIAL PACA. Ensuite, on peut changer de diapo, s'il vous plaît. Donc, il y a l'outil Climat 21 qui accompagne ce projet Start Climat. Donc, lui, c'est un outil piloté par la Chambre d'agriculture de France en collaboration avec une école d'ingénieurs en agriculture qui est basée à Rouen. Et donc, cet outil Climat 21 donne des données climatiques sur les données du DRIAS, sur les futurs du climat. Donc, c'est des données issues à partir de projections climatiques. Donc, ici, il y a 3 projections climatiques, hein, donc, par rapport aux projections proches, futures, lointains. Donc, il y a 4 schémas, donc, qui sont les RCP. Hein. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. On peut changer de diapo. Et donc voilà, on a pris exemple sur des travaux d'un groupe d'agriculteurs sur un département, sur les 6 départements présents. Donc là, une petite présentation, hein, c'est un groupe de 5 agriculteurs producteurs d'amandes sur la plaine de la Crau et le sud Alpille, donc avec une superficie donc, de 180 hectares sur toutes les exploitations, qui n'ont pas comme production principale la production d'amandes, qui est aussi le foin de Crau et les oliviers. Ici, on sera sur une irrigation en goutte à goutte, donc une priorité hein, dans la région et sur d'autres régions également. Les agriculteurs sur cette localisation, ils font face au dérèglement climatique depuis plusieurs années, notamment gel tardif au mois d'avril en 2020, et qui ont entraîné par exemple jusqu'à 100% de pertes sur certaines parcelles d'amandiers. Donc c'est aussi pour ça hein, qu'ils ont décidé d'être accompagnés. Et plus récemment, donc épisode de sécheresse en 2022, donc l'année dernière. C'est que là, il y a eu de faibles précipitations, des températures élevées et des taux d'hygrométrie plutôt très faibles. Et ensuite, donc les agriculteurs, ils ont été engagés dans ce projet qui sont concernés par le changement climatique. Hein, ils sont ciblés par ce dérèglement et ils sont prêts à tester des innovations pour maintenir leur production agricole dans les années qui vont arriver. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a utilisé des indicateurs climatiques et agroclimatiques. Donc, c'est la diapo suivante. Ici, donc, c'est l'exemple d'un indicateur agro-climatique. Donc, le DDGSH, donc c'est en gros la date de dernière gelée en sortie d'hiver. Donc là, ici, on voit bien avec les diapos que les dates changent. Hein. Donc, aussi, avec le scénario 4.5 est amplifié avec le scénario 8.5. Donc, la date de dernière gelée sera avancée de 29 jours.
Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Et donc, dans l'horizon lointain, les simulations, elles montrent que la fin de période sera aux alentours de début février. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Et du coup, dernière diapo concernant Start Climat. Donc voilà, il y a des leviers d'adaptation par rapport à ce groupe d'agriculteurs. Donc ici, on a par exemple l'ombrage, c'est que le but est de réduire les températures extrêmes et d'avoir une régulation de l'humidité. On a aussi la brumisation, donc, qui est une installation de brumisateur sur parcelle pour lutter contre les températures, là encore, extrêmes, et où c'est que l'humidité sera réduite et avec de fortes périodes de TP. Donc voilà, le but, c'est d'avoir une meilleure gestion de la ressource en eau en combinant donc, la brumisation, mais aussi la lutte anti-gel, la lutte anti-gel qui est une aspersion ici sur frondaison ou sous frondaison sur parcelle. Il y a aussi donc, tout ce qui est adaptation des apports en eau. Donc ici, c'est augmenter la performance de l'irrigation et s'adapter bien sûr au changement climatique. Et donc, on va tester de nouveaux matériels. Ici, par exemple, on pourra parler d'andromètre, de tensiomètre. Et enfin, une petite partie expérimentation sur le végétal qui concerne plus précisément l'agroforesterie, où c'est que là encore, on va privilégier l'ombrage et l'association avec d'autres variétés. Donc, par exemple, voilà, pour l'amandier, variété à floraison très tardive, donc une collection variétale avec l'ensemble des variétés existantes dans le monde actuel et dans nos conditions climatiques. Donc voilà, tout ce qui est mini parcelle, expérimentation, etc. Voilà pour la partie Start Climat. Merci Guillaume. Claude. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler de l'IRA EE, alors qui va changer, donc c'est pas maintenant l'IRA 2E, mais on n'a pas encore changé le logo, ça va pas tarder. Alors, l'IRA 2E, c'est un interréseau qui a été créé officiellement le 1er décembre 2022 et qui existe, on va dire, sous une version un peu informelle et moins structurée officiellement depuis une dizaine d'années, qui rassemble une dizaine d'acteurs, Réseau Bio, GRS, MRE, Filière Cheval, l'enseignement agricole, Sol Agro, l'enseignement agricole aussi. Et le but justement de cette association et de cette association de structures, c'est travailler tous ensemble sur des projets, sur des sujets en lien avec la transition énergétique, climatique et environnementale. Donc, de porter des projets, de travailler ensemble sur ces sujets qui nous rassemblent. L'IRA 2E, depuis ses 10 ans d'action, a le soutien en particulier de l'ADEME et de la région Sud. Diapo suivante. Alors, je vous ai listé, et puis vous verrez aussi sur les diapos qui vont suivre, vous avez pas mal de liens, donc on ne va pas ouvrir tous les liens, mais comme ça vous les aurez, vous pourrez cliquer dessus et aller voir plus précisément par rapport à ce que je vous dis. Ah, non, on reste encore sur la diapo. Non, c'est bon, Christelle, il n'y a pas besoin. Pas encore. Pas Oui, encore. c'est la diapo suivante. Ouais. Donc là, je vous ai listé, et vous verrez tout à l'heure, on va aller se balader rapidement sur le site, parce que nous avons un site internet qui rassemble une somme importante d'informations et de supports. Depuis une dizaine d'années, et là de façon, enfin ces quelques dernières années, là, je vous ai listé une série de projets sur lesquels tout ou partie des membres de l'IRA 2E sont engagés sur ces sujets de transition énergétique, climatique. On a travaillé dernièrement justement sur tout ce qui était le sujet carbone, et donc de faire un point, on entendait beaucoup parler du label bas carbone, éligible, pas éligible, quelle filière, le potentiel, pas potentiel. Donc un travail a été fait spécifiquement d'envergure régionale pour voir quel est le potentiel et la valorisation possible du carbone en lien avec l'activité agricole. Donc en cliquant sur ce lien, vous tomberez sur le livrable, comme ça vous en saurez encore plus sur le sujet carbone et agriculture en PACA. On mène aussi des travaux d'expérimentation de broyage de déchets verts en viticulture spécifiquement pour réduire la pollution de l'air qui serait issue du brûlage. Donc de voir comment broyer ces déchets verts avec un retour aux parcelles. On expérimente encore parce que c'est loin d'être si évident que ça. On pense que c'est simple, mais c'est pas si simple que ça. Il faut encore expérimenter.
Là, c'est tout nouveau. Dernière programmation, c'était le travail aussi sur les consignes de bouteilles en verre par rapport aux caves particulières. La production, enfin, en termes de bilan énergétique, ce qui est bouteille en verre, c'est ce qui, on va dire, est le premier poste de consommation énergétique lorsqu'on regarde la consommation énergétique sur une cave particulière. Des travaux aussi sur les pratiques de compostage, lien entre Centre-Équin et agriculteurs. Ça, on est plus sur la zone Var, sud-Var. L'accompagnement, on va dire, ça a été aussi un des cœurs et des principaux actions de l'IRA2E sur l'accompagnement à la maîtrise énergétique et réduction de GES, avant qu'on parle du carbone, mais on a eu un gros moment là-dessus. Et ce qui fait que là, justement, tu peux changer et tu peux basculer. Hop. Donc sur la diapo que vous aurez, et là maintenant je vais basculer, mais en cliquant dessus, vous accéderez. Donc là, hop, je partage mon écran. Vous accéderez directement. Là, c'est bon, vous le voyez? C'est parfait. Donc là, Ouais, c'est bon. c'est le Oui. site donc, de l'IRA-E, prochainement IRA2E. Le site internet, c'est jediagnosticmaferme.com. Qui a été mis avant tout en avant pour mettre à disposition un autodiagnostic énergie et GES qui est propriétaire. Alors, je vais couper le son, parce que je crois que... Hop, énergie GES. Qui... attendez, je ne vais pas faire de bêtises. Ah, voilà. Un autodiagnostic énergie et gaz à effet de serre accessible gratuitement, publiquement via ce site par tous les agriculteurs qui se posent des questions et pour se positionner sur leur consommation énergétique et sur l'émission de gaz à effet de serre. Donc, ils ont un tableur et des informations à remplir très rapidement. Et ça leur permet de se positionner, d'avoir déjà les principales pistes d'action. Et ils peuvent ensuite être dirigés vers un des conseillers qui forment l'IRA2E pour aller plus loin et pour être accompagnés dans la maîtrise énergétique et l'émission de gaz à effet de serre. Rapidement, vous verrez, vous avez plein d'onglets. Si vous cherchez de la ressource et si vous avez des interrogations, il y a une richesse de données, notamment classées par filière, par thématique, sur beaucoup de sujets que l'on évoque et que vous évoquerez par la suite dans ces webinaires. Hop, je me déconnecte. On revient sur les diapos pour que je termine. Hop, j'arrête le partage. Merci Claude déjà pour cet outil qui est super utile, effectivement. Oui. Et qui, alors, j'ouvre, je ferme la parenthèse, outil qui a été fait avant tout pour les agriculteurs de PACA, puisqu'avant tout l'IRA2E et PACA. Et quand on a regardé les statistiques, on s'est aperçu qu'il y avait des agriculteurs et des structures hors PACA qui l'utilisaient, et notamment même hors de France, en Suisse, qui l'utilisent. C'est gratuit, libre d'accès. Donc, voilà, ça a dépassé les frontières régionales. Et on le fait évoluer régulièrement pour s'adapter aux enjeux et besoins des agriculteurs. Donc, Super. slide suivante. Deux dernières diapos parce qu'on se posait, et puis pour faire aussi le point avec vous, donc pour dire, et c'est bien aussi avec l'ancien webinaire, il y a des choses qui se passent en termes d'expérimentation sur cette filière. Là, je vous ai fait une petite sélection des filières, on va dire, qu'on peut retrouver en PACA. Bon, mine de rien, le riz, hein, c'est spécifique à la Camargue, mais c'est la seule zone de production de riz avec le Gard. Qui se pose des questions hein, avec un projet qui s'appelle Résilience, qui est financé par la Compagnie nationale du Rhône pour s'adapter aux dérèglements climatiques. C'est un projet qui est porté par le Centre français du riz et avec en partenariat le réseau Chambre et Arvalis. Il y a aussi des réflexions qui sont menées sur le blé. Alors là, c'est Arvalis avec des expérimentations, notamment surtout dans la région Aura. Pas très loin, mais on va avoir des références, ils travaillent dessus. L'ombrière, on parlait beaucoup d'ombrage, hein, mais là, c'est l'agrivoltaïsme. Il y a des expés aussi, avec un site de prunier dans le Vaucluse qui est équipé. Et donc, expé porté par Canal de Provence et par Ombrea, qui est une start-up. La viticulture, là, on va être plus dans le Var, avec l'expérimentation d'ombrage, avec des filets sur la viticulture. Diapo suivante, et je termine. Des nouvelles productions en PACA. Alors,
pour participer à des réunions locales avec pas mal de partenaires et de collectivités. C'est vrai qu'il y a beaucoup de réflexions à savoir, mais est-ce qu'on peut mettre autre chose? Est-ce qu'on peut faire pousser autre chose par rapport à nos filières emblématiques? Ah, PACA, région sud. Pardon, qui c'est qui m'a dit ça? Et oui, mais c'est pas qui c'est qui a dit ça, mais il faut me le dire après. Je peux pas lire et parler en même temps et regarder. Ah, il y a le téléphone qui sonne en plus. Je termine vite. Donc, parmi les productions émergentes, on va dire, la Grenade, avec, c'est vrai, non négligeable, puisqu'il y a un groupement d'intérêt économique et écologique, donc JI2E, qui existe et qui rassemble des producteurs de grenades bio. Le chanvre aussi, avec le développement des filières d'éco-construction. Et nouvellement, la production de CBD. Voilà, au niveau économique, il y a un intérêt, il y a des demandes. Et puis après, alors là, c'est toutes nouvelles infos et que j'entends et que je vois, aloe vera et figuier de Barbarie. Et apparemment, je crois qu'il y a les collègues du réseau bio qui sont là. Il y a un travail, je crois, un projet qui est porté, financé par l'ADEME sur les figuiers de Barbarie. Mais pas ceux, enfin, apparemment, qu'on voit au bord des routes. C'est une espèce plus adaptée à la consommation animale et humaine. Je vous remercie. Super, merci beaucoup Claude et pour, reprendre, un peu, aussi une autre approche, un petit peu plus globale, on a invité Alberte Bondeau, de l'IMBE à venir nous présenter un peu les intérêts des approches agroécologiques. Merci. Alors donc, eh bien, de quoi ça non, 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 je reviens avant, voilà. Agroécologie, je voulais juste dire qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, on peut dire que le mot contient déjà la réponse, hein, parce que c'est une agriculture qui va donc utiliser le fonctionnement écologique. Et donc, pour ce faire, on va favoriser les fonctions écologiques. Donc, le prochain diapo. Alors, bon, certains parlent d'un système intensif en écologie, hein. Donc, si on regarde dans ce schéma, à gauche, on a ce qui est considéré comme l'agriculture intensive. Bon, je trouve que beaucoup trouvent que cet adjectif est mal choisi parce que intensif, c'est intensif en quoi, hein? On parle aussi d'agriculture conventionnelle. Bon, c'est pareil, il n'y a pas eu de convention. Donc, parlons peut-être plutôt de industriel pour dire que dans cette agriculture, on utilise beaucoup d'intrants qui sont d'origine industrielle, hein. On va utiliser les engrais chimiques, on va utiliser des produits phytosanitaires. Parfois, on a des très grandes parcelles et donc on va utiliser des engins lourds et puissants. Alors, cette agriculture a permis une grande augmentation de la production agricole. Néanmoins, elle fait face à des vulnérabilités et des externalités négatives. Comme vulnérabilité, on peut citer tout simplement l'eau, la consommation de l'eau. Parfois, on a de la surexploitation, parfois, on va manquer de l'eau qui était prévue. Et puis aussi, eh bien, la guerre en Ukraine nous a montré que la dépendance d'engrais qui viennent de loin, enfin, peuvent devenir d'un seul coup très chers. Au niveau des externalités négatives, on a une dépollution de l'air, de l'eau, une perte de biodiversité, on peut avoir une érosion des sols et des émissions de gaz à effet de serre. Donc, à côté, l'agriculture écologique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher à réduire l'utilisation d'intrants externes et pour ce faire, elle va s'appuyer sur le fonctionnement de l'écologie, hein. On va voir comment. Et de par là, on va avoir moins d'externalités négatives et plus d'externalités positives, ce que je vais montrer. Alors, regardons la suite, la diapo suivante. OK, donc, si l'on veut réduire les intrants extérieurs, de quoi va-t-on avoir besoin, hein, pour faire pousser nos plantes, sachant que le soleil est là? Alors, il va nous falloir un accès à l'eau et aux nutriments. Donc, pour ceci, on a besoin d'un sol qui soit bien structuré, qui absorbe et qui retient l'eau, un sol vivant dont la faune et la flore microbienne permettent le recyclage des nutriments, ce qui veut dire que ce sol doit être nourri avec des engrais organiques, des engrais verts, du mulch, du paillage, etc. Donc aussi, ce sol ne doit pas s'éroder, ça veut dire qu'on va éviter des sols nus.
On va aussi utiliser une diversité cultivée dans laquelle on va mettre des légumineuses qui vont fixer l'azote atmosphérique et on va bénéficier de ligneux qui sont capables d'aller chercher l'eau et les nutriments profondément. Ensuite, on va avoir besoin d'une protection contre les conditions météorologiques extrêmes, hein, et on peut se faire aider par ce qu'on appelle les infrastructures agroécologiques, c'est-à-dire des arbres isolés, des haies qui vont nous protéger des vents, des canicules et qui permettent de conserver un peu d'humidité. Et enfin, il nous faut une protection contre les ravageurs et les maladies. Donc pour ce faire, on bénéficie d'une diversité d'espèces cultivées en rotation ou en association et aussi de la présence de plantes de service, des bandes fleuries, des haies qui vont attirer les auxiliaires de culture pour le biocontrôle. Alors sur cette diapositive, j'ai mis des mots en couleur qui se rapportent un peu tous à la diversité pour souligner justement l'importance de la diversité dans ces agrosystèmes qui vont pouvoir soutenir une biodiversité utile. Donc, la diapo suivante. Voilà. Donc, en fait, agriculture et biodiversité ne sont aucunement incompatibles. Hein. Au contraire, elles peuvent se soutenir l'une et l'autre. Alors, elles peuvent, évidemment, ça dépend tout de la façon dont on gère le système agricole. Alors, deux points sont importants. D'une part, c'est ce qui est tout en haut en bleu, c'est la diversité paysagère. Hein. On va cultiver une certaine biodiversité, on va l'installer, enfin cette diversité, à l'aide d'éléments semi-naturels et sur des infrastructures agroécologiques, et aussi une diversité des cultures avec des associations, des rotations. Donc ça, c'est le paysage. Et ensuite, dans le cadre rouge, on a les pratiques. Et là, le non-labour ou alors le labour réduit, la non-utilisation de pesticides va permettre d'augmenter la biodiversité à la fois aérienne et souterraine dans le sol. Alors, ces deux dimensions, le paysage et les pratiques, ça permet de soutenir une biodiversité indigène qui peut être séparée en deux domaines, si l'on veut. D'une part, la biodiversité patrimoniale, c'est-à-dire on va permettre à des espèces emblématiques, voire menacées, d'être là. Alors, c'est peut-être un peu anecdotique quand on s'intéresse à la production agricole. Bon, c'est néanmoins intéressant. Et d'autre part, la biodiversité qui rend des services à l'agriculture. Hein, c'est ce qu'on appelle l'agrobiodiversité fonctionnelle. Et là, on est directement dans les enjeux de durabilité de l'agriculture avec la production agricole. Alors, on peut citer par exemple les insectes qui vont permettre de s'attaquer à des ravageurs de culture, c'est la lutte biologique, les vers de terre qui participent à la fertilité du sol et les insectes pollinisateurs. Donc, diapo suivante. Alors, donc le sol, s'il n'est pas détruit par des trop gros labours et s'il n'est pas trop empoisonné par des pesticides, peut contenir énormément de vie. Par exemple, 1 centimètre de terre contient en moyenne plusieurs kilomètres d'ifs fongiques, des millions, voire des milliards de bactéries et tout un tas de microfaunes ça correspond à, c'est comme si on avait 6 à 10 vaches par hectare. Bon, on a en plus des vers de terre et tout ceci participe à la constitution d'un sol fertile et en bonne santé qui est nécessaire à notre agriculture. Alors attention, hein, ce sol nécessite beaucoup de temps pour se former et en revanche, il peut être détruit immédiatement. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête, c'est très important. C'est le sol qui nous nourrit. Alors ensuite, ensuite, voilà. Alors, parlons d'un processus biologique important que l'on observe dans le sol, les associations symbiotiques. Hein. Ce sont les associations symbiotiques entre une plante et des bactéries ou entre une plante et des champignons. Alors, il s'agit d'une symbiose car les deux éléments sont bénéficiaires. La plante accueille et nourrit les bactéries ou les champignons et les bactéries ou les champignons transmettent nutriments et eau à la plante. Alors, on a par exemple à gauche
la symbiose rhizobienne. Hein. Là, il s'agit de ce qui se passe avec les légumineuses. Sur les racines des légumineuses, il y a des nodules qui abritent des bactéries qui sont fixatrices d'azote. Et ça veut dire que les légumineuses sont capables d'utiliser l'azote atmosphérique, ce que ne sont pas capables de faire les autres plantes qui ne prennent l'azote que sous forme d'ammonium ou de nitrate dans le sol. À droite, on a les mycorhizes, enfin, les champignons mycorhiziens, qui, grâce à leur immense réseau filamenteux, hein, ce sont ce qui s'appelle les ifs, permettent d'accéder à l'eau et aux nutriments dans un domaine beaucoup plus important que le pourraient seules les racines des plantes. Donc, et ceci permet, enfin, il a été observé que grâce aux associations mycorhiziennes, les plantes résistent mieux au stress hydrique. Donc, la suivante. Ah oui, alors là, il s'agit juste pour rappeler quelque chose qui a été très médiatisé, hein, mais on a observé que la biodiversité a énormément diminué dans les campagnes, pas seulement en France d'ailleurs, mais dans le monde entier. Par exemple, il y a une zone atelier dans l'ouest de la France qui est très étudiée et on a observé qu'en 25 ans, les populations de carabes ont diminué de 80%. Or, les carabes sont des organismes très utiles car ils se nourrissent, entre autres, des organismes nuisibles dans les cultures. Et les chercheurs concluent que l'absence d'insectes réduit la production de 30%. Alors, la suite. S'il vous plaît. La suite, oui. Une autre façon d'avoir de la biodiversité, c'est de mettre des arbres, c'est-à-dire l'agroforesterie, hein, des arbres dans les cultures ou dans l'élevage. Donc, on a à la fois une augmentation de la séquestration par carbone, ce qui participe à l'atténuation, et de par l'augmentation de la matière organique dans le sol, de par l'accès à des ressources hydriques sur un plus grand domaine, de par aussi le microclimat créé par ce système, on a une certaine adaptation au changement climatique, en particulier dans des situations de sécheresse. Alors, il y a eu plusieurs études, certaines études, on va dire, ont montré qu'on obtient une production équivalente en agroforesterie sur une plus petite surface par rapport à la surface nécessaire par un système classique, c'est celui qui est en haut, hein, où les deux productions sont spatialement différenciées. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait, on a un système qui est plus productif. Et pourquoi? Parce que les arbres permettent l'acquisition de ressources que la culture n'obtiendrait pas seule. Donc, la suite, s'il vous plaît. Donc, OK. Donc, les institutions ont déjà pris conscience de l'intérêt de l'agroécologie. Hein. En 2014, a été défini le projet agroécologique pour la France et on peut trouver sur le site du ministère de l'Agriculture différentes fiches qui décrivent les clés d'un système agroécologique. Bon, je vais pas les reciter, mais bon, donc voilà, il y a cet intérêt qui a été manifesté. Alors, au niveau ministériel, c'est peut-être pas aller plus loin. Par contre, en région, il y a énormément d'initiatives et avec les chambres d'agriculture, les instituts techniques, différentes associations, il y a énormément déjà de formation, d'expériences pilotes et de soutien des pratiques agricoles innovantes avec cet objectif, hein, une agriculture durable qui s'adapte au changement climatique et qui atténue le changement climatique. Et enfin, la dernière diapositive, bon, c'est juste pour dire que l'agroécologie, elle participe aussi à la beauté des paysages, ce qui a été reconnu par des grands peintres. Voilà, c'est tout. Merci. Merci beaucoup Alberte pour ce panorama et pour rentrer peut-être aussi dans l'opérationnel hein, sur ce volet agroécologique. Valentin Méronville de la DRAF va nous parler du dispositif GI2E. Oui, bonjour à tous. Oui, donc je vais vous présenter le dispositif GI2E, qui est également un atout majeur pour notre transition agroécologique en région.
Donc, ce sont des groupes qui se définissent donc, comme groupement d'intérêt économique et environnemental et constituent un outil du projet agroécologie pour la France. C'est un dispositif qui a été lancé en 2014 par le ministre de l'Agriculture. C'est un collectif d'agriculteurs reconnu par l'État pour son engagement dans un projet pluriannuel de minimum 3 ans, dans un projet de modification et ou de consolidation de leurs pratiques, et dans un projet visant une amélioration conjointe des performances économiques, environnementales et sociales. Donc, le projet du groupe doit permettre aux agriculteurs d'amorcer ou conforter une transition agroécologique sur leurs exploitations. Bon. Alors, ce qu'il faut retenir de cette démarche globalement, donc, ce sont ces 5 phases de projet. Donc, de l'identification de la problématique, donc avec la réalisation d'un diagnostic de durabilité pour chaque exploitation notamment, de la définition du projet du collectif, donc pour la définition des pratiques, l'identification des connaissances à acquérir et le développement de partenariats locaux notamment. Donc ces 2 premières phases, elles correspondent au volet émergence du dispositif, qui est une phase de consolidation du projet et qui est financée pendant 1 année maximum. Donc on aura l'occasion de revenir sur la présentation des différents volets du dispositif à la fin de cette présentation. Donc ensuite, nous avons la phase numéro 3, donc, le volet de mise en œuvre, de test des actions innovantes, par la mise en commun des techniques, le suivi de formation, les voyages d'études notamment, ainsi que la collecte de suivi des résultats. On a en numéro 4 le bilan des actions et de leurs résultats, donc par l'analyse des indicateurs, les échanges au sein du groupe et le développement d'un savoir collectif. Donc, et puis, on a la phase de capitalisation qui vient compléter et valoriser l'ensemble du processus, donc par la diffusion des bonnes pratiques et la communication des résultats. On peut passer à la suite. Donc, pourquoi les GI2E se présentent finalement comme un outil majeur pour notre transition agroécologique en région? Donc, d'une part, parce que le dispositif s'appuie donc sur une démarche collective de portage de projets au sein du territoire qui permet aux collectifs de partager leurs connaissances, d'apprendre des autres, de comparer leurs techniques, de réfléchir collectivement, ce qui va permettre de faciliter le changement de pratique au sein du groupe d'agriculteurs. Toujours dans cet esprit de la démarche collective, donc le collectif est animé par une structure animatrice, indépendante du groupe au départ. L'accompagnement des collectifs par cette structure va permettre de faciliter le pilotage du projet, avec un animateur qui va avoir un rôle essentiel dans la dynamique des collectifs, parce que c'est lui qui va rythmer et cadrer le fonctionnement du groupe. Donc en région, donc les collectifs qui contribuent à cette transition et à l'adaptation à l'atténuation du changement climatique portent des projets orientés sur les thématiques notamment de préserver les sols et les paysages en améliorant la rentabilité économique des exploitations, sur la thématique de l'agriculture de conservation des sols, donc de la gestion de l'eau, du respect de la biodiversité, de l'agroforesterie et la plantation de haies. Donc, on peut passer à la suite. Donc, nous avons une carte des collectifs, donc, là pour le coup axée sur la thématique de la conservation des sols. Donc, moi j'ai choisi cette thématique parce que dans notre région, donc pour les GI2E dans notre région en PACA, donc cette thématique, elle se retrouve en première place donc, parmi les autres thématiques au sein des projets, alors qu'on la retrouve normalement en 4e ou 5e position au niveau régional, donc au niveau national, pardon. Donc on peut la considérer comme une spécificité régionale. Donc si on se penche sur la carte, on peut voir qu'il y a pas mal de projets axés sur cette thématique dans le département du Var, et quelques-uns aussi dans le 04 particulièrement. Donc je vous ai fait aussi une liste de quelques projets, donc si on peut passer à la suite. Orienté conservation des sols dans la région, donc avec un GI2E, amélioration de la gestion des sols et mise en place d'itinéraires bas intrants sur le territoire de Pierrefeu, donc qui est porté par les vignerons de QR de Pierrefeu-Pugetville, dans le Var. Un autre GI2E collectif pour la redynamisation des sols du bassin versant de l'Arc, porté par l'association Argena à Tretz. Et un autre GI2E et sans sol, donc un sol pour tous, tous pour un sol, porté par l'association AgriLink pour une agriculture locale, innovante et collective dans le Verdon. Donc,
il y a une autre carte ensuite. Donc là, on retrouve des collectifs orientés principalement, donc changement climatique, avec sur les petits points bleus et rouges. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Donc avec aussi quelques exemples de projets que j'ai retenus donc sur la diapo suivante. Donc notamment le GI2E Climalim, donc autonomie alimentaire des élevages bio face au changement climatique, porté par Agribio 05. Un GI2E autonomie alimentaire des élevages face au changement climatique d'Agribio 06. Le GI2E Brebis Provence, dont l'objectif est de développer les pratiques agroécologiques, porté par l'association Brebis Provence dans le 04. Et notre GI2E exploitation zéro carbone, porté par le groupement de développement agricole d'Apt à Avignon. On peut passer à la suite. Donc, moi, je vous propose maintenant que l'on se penche sur deux collectifs donc, qui contribuent de différentes façons à cette transition agroécologique et qui présentent également des atouts dans leur intégration au sein des PAT notamment. Donc, alors, le premier, c'est le GI2E Restoco, donc de l'ADR 04, donc restauration collective, qui regroupe 11 exploitations en maraîchage, dont les objectifs principaux sont de développer de nouveaux débouchés sécurisés par les agriculteurs, de rendre une alimentation de qualité accessible à tous et de répondre à la demande croissante des collectivités pour la restauration collective. Donc avec un projet et un collectif qui contribuent à l'adaptation au changement climatique avec les 11 fermes qui présentent des performances vertueuses, un collectif orienté vers une production et une consommation locale, et la planification des productions en amont. Donc c'est un GI2E qui contribue également au projet alimentaire territorial qui a déjà intégré des ateliers PAT ainsi que la commission pour la précarité alimentaire. Donc le conseil départemental fait notamment partie des partenaires impliqués pour la réflexion des solutions logistiques, notamment pour l'acheminement des denrées alimentaires et pour l'approvisionnement des collèges notamment sur le territoire. Donc on peut passer. Voici un autre GI2E, donc, le GI2E Grenade, qui regroupe là 11 exploitations en arboriculture, avec comme objectif donc, de rechercher une production de diversification qui permette à la fois de créer un nouvel atelier rentable économiquement et qui s'inscrirait dans une filière tout en installant des cultures capables d'assumer les variations climatiques attendues. Donc la grenade présente en effet des caractéristiques biologiques d'adaptation en milieu agroclimatique, donc le milieu agroclimatique varois existant et futur, pour le coup. Et le projet vise également l'amélioration de la conduite culturelle des vergers, donc au niveau fertilisation, travail du sol et gestion de l'eau. Donc c'est un collectif qui contribue également à la pérennisation du système alimentaire territorial par le développement d'une filière et la valorisation des coproduits de la grenade comme le jus et l'huile, entre autres. Donc pour ce qui est du financement des GI2E, comme je l'ai évoqué au début de cette présentation, donc il y a une première phase émergence, donc qui est une phase de consolidation du projet, donc avec un financement d'1 an pour un montant de l'aide à hauteur de 10 000 euros. Tu peux, Christelle, voilà, merci. Donc vous avez un volet reconnaissance entre les deux, donc, qui permet au collectif d'être reconnu donc, et labellisé en tant que GI2E, donc à la suite de ce volet émergence. Donc, c'est une reconnaissance qui vous permet de déposer un dossier pour prétendre à une aide d'animation, mais qui vous permet également d'intégrer d'autres dispositifs et d'autres financements, FEADER en particulier. Donc, on a ensuite un volet animation financé par tranche de 3 ans, donc pour une durée maximale de 6 ans, et financé à hauteur de 30 000 euros par tranche de 3 ans d'animation. Donc voilà pour le financement des GI2E. Donc vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site de la DRAF, PACA, et toutes nos coordonnées. Donc vous avez également accès à une carte des collectifs GI2E donc sur le site collectif-agroécologie.fr. Donc avec une présentation de tous les projets, de tous les collectifs de la région, donc pas seulement GI2E, mais aussi Groupe 30 000, Défi Ferme. Donc avec une présentation du projet pour chaque collectif sur le territoire. Donc voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Valentin, merci. Et du coup, pour faire le lien effectivement avec les aléas, un des aléas les plus importants en ce moment sur la question des productions agricoles, ben, je laisse la parole à Philippe Pierron de l'Agence de l'eau pour nous faire un retour sur les adaptations possibles en termes d'hydraulique agricole et d'irrigation agricole.
Oui, bonjour à tous. Donc, un petit focus sur la partie eau agricole, effectivement, puisqu'on a dit tout à l'heure que c'était une des entrées importantes dans le domaine de la production. Et déjà quelques diapositives en introduction pour pouvoir vous montrer un petit peu d'où vient l'eau qui est sur vos territoires. Donc, un premier élément que vous devez avoir en tête, c'est que l'eau majoritairement utilisée sur la région PACA, notamment en agriculture, vous verrez, elle provient de deux secteurs, hein, le lac de Serponçon et puis le lac de Sainte-Croix. Vous avez là sur cette carte un petit peu les volumes qui sont dispensés sur chacun des départements. Donc deux territoires producteurs et 4 territoires récepteurs sur notre région. Sur la diapo suivante, je vous montre une deuxième caractéristique de la production en lien avec l'eau. C'est l'existence en fait de structures d'irrigation collective. Donc, c'est aussi ça qu'il faut que vous ayez en tête. On a plus de 600 structures d'irrigation collective sur nos territoires qui irriguent 100 000 hectares agricoles et qui génèrent 25 000 emplois. Donc, cette question de l'irrigation collective est très, très importante. Et sur la diapo suivante, vous verrez que, en fait, elle se traduit notamment par des périmètres d'irrigation. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important à avoir en tête, c'est que cette structuration collective se traduit par une irrigation collective et se traduit aussi par des engagements juridiques des propriétaires vis-à-vis de cette structure collective. Donc à avoir cette structuration en tête quand on présente des projets sur les territoires. Sur la diapositive suivante, toujours un petit peu pour vous présenter les chiffres. En région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour être correct, sinon je vais me faire reprendre, on utilise 2,8 milliards de mètres cubes hors hydroélectricité. Et sur ces 2,8 milliards de mètres cubes, 60% sont utilisés pour le monde agricole. Donc vous revoyez la répartition entre les canaux d'irrigation gravitaire qui utilisent plus de la moitié de ce volume et puis l'irrigation non gravitaire. Donc une importance colossale hein, de l'eau agricole sur notre territoire. On est organisé depuis des centaines d'années autour de ça, mais ça reste une utilisation très très importante. Vous voyez que la partie alimentation en eau potable ne représente que 28%, une trentaine de pourcents de l'utilisation, et les autres usages économiques que peut être l'usage industriel représente les 10% restants. Si on passe à la diapo suivante, ça se traduit cette grosse utilisation de l'eau par des déficits. Et notamment sur les périodes d'étiage. Donc là, vous avez une carte qui vous présente les déficits qui ont été estimés sur l'ensemble des bassins versants de notre région à 33 millions de mètres cubes en été, hein, donc sur les périodes d'étiage, sur la partie des ressources superficielles et 3 millions dans les eaux souterraines. Donc ça aussi, c'est quelque chose, une caractéristique qu'il faut avoir, c'est que les prélèvements que l'on réalise, qu'ils soient agricoles ou qu'ils soient les prélèvements d'eau potable, ont des conséquences sur les milieux naturels et se traduisent notamment par des déficits pour assurer les fonctions normales et naturelles de ces milieux. Si on passe sur la diapositive suivante, toujours dans les éléments de contexte, ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que l'activité agricole, alors je vous ai dit, elle utilise beaucoup d'eau, et puis cette eau-là, elle a aussi une conséquence sur la qualité de l'eau qu'on peut retrouver. Et donc, vous avez là un tout petit graphique alors pour vous expliquer que globalement, la concentration des pesticides s'améliore. Alors, elle s'améliore pourquoi? Parce que les agriculteurs ont fait d'énormes efforts. Elle s'améliore également parce que la réglementation impose d'utiliser de moins en moins de produits phytosanitaires. Donc, on a une amélioration, on retrouve cette amélioration dans les pesticides. Et puis, un dernier point qu'il faut que vous ayez en tête également, on n'est pas la pire région.
Voilà, c'est relativement meilleur en région Provence-Alpes-Côte d'Azur que sur les deux autres territoires de France. Donc voilà, on peut s'en féliciter et essayer de conserver ce niveau-là. Donc, cependant, si on passe sur la diapo suivante, vous verrez que on a quand même des territoires qui sont un petit peu sensibles. Donc, vous avez sur ces 3 cartes 3 niveaux de priorité. On va dire le plus important, c'est les captages prioritaires, c'est-à-dire ce sont des captages qui sont utilisés pour l'eau potable et qui présentent des concentrations en nitrate ou en pesticides supérieures aux normes de potabilisation et donc qui présentent des problèmes pour alimenter en eau potable les territoires qu'ils sont censés desservir. Et ensuite, vous avez 2 cartes. La carte à gauche qui est les zones prioritaires pesticides d'usage, c'est-à-dire c'est les secteurs où on a des concentrations en pesticides dans les eaux superficielles ou souterraines qui sont suffisamment importantes pour qu'on puisse s'en préoccuper et se dire qu'il faut mener des actions sur ces territoires. Et puis, bien évidemment, des cartes qui sont peut-être un peu plus connues, c'est la carte des zones vulnérables. Donc, ce sont les territoires sur lesquels les quantités de nitrate dans les eaux sont supérieures à la norme qui est de 40 mg par litre. Voilà. Alors, que faire par rapport à ces constats? En fait, on essaye de proposer 2 principes, hein, mais on vous répète depuis le début de ce webinaire un peu les mêmes choses. Donc, soit, si on s'intéresse à ce graphique, on a deux façons de travailler. Soit on va travailler sur la modification des équipements, soit sur la modification des pratiques. J'ai essayé de vous résumer un petit peu là tout ce qu'on peut y retrouver. Donc sur la partie gauche du graphique, vous avez les approches qui peuvent être faites sur la partie pollution, on va dire, et puis sur la partie droite, les travaux qui peuvent être mis en place pour modifier les équipements. C'est des pistes qu'on pourra rediscuter avec vous à l'occasion de la journée qu'on aura en présentiel. Mais en tout cas, j'ai essayé de vous donner là sur cette présentation tout ce qu'on peut travailler, qui vont sur les nitrates, de travailler sur les effluents de serre, sur les effluents d'élevage, sur les phytosanitaires, de travailler sur les aires de lavage, de travailler sur du matériel alternatif à l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc, vous voyez, il y a une broyeuse, il y a une bineuse. Donc, c'est des outils qui sont aujourd'hui proposés dans toutes les modifications de pratiques qu'on peut voir dans la partie centrale de cette présentation. Donc, comme les filières à bas niveau d'intrants, comme les paiements pour services environnementaux, comme tout ce qui est proposé au travers de l'agriculture biologique, comme tout ce qui est proposé au travers des MAEC et éventuellement de l'expérimentation. Alors, sur la partie limitée des prélèvements, je vous propose de passer à la diapo suivante. J'ai développé un petit peu tout ce qui peut être proposé. La première chose qu'on peut proposer sur les canaux d'irrigation, que vous connaissez certainement tous, c'est d'abord de mettre en place des ouvrages de régulation. En fait, les canaux d'irrigation aujourd'hui ont été conçus au siècle dernier, notamment pour fonctionner par gravité. L'idée étant là de rendre le système gravitaire un peu moins systématique et d'avoir des systèmes de stockage d'eau par bief dans les canaux. Et donc, vous avez quelques exemples là de réalisation de canaux qui permettent de mieux réguler en fait les quantités d'eau qui sont utilisées. Si on passe à la diapo suivante, c'est la deuxième façon de travailler, c'est de fonctionner sur les territoires en modifiant les pratiques. Donc, bien souvent, on avait une irrigation gravitaire, c'est-à-dire apporter un gros volume d'eau sur une parcelle pour irriguer cette parcelle. On peut modifier cette pratique en travaillant avec des réseaux sous pression. Donc là, vous avez quelques installations de dispositifs qui permettent de dire on passe d'un système gravitaire à un système sous pression.
Ce genre de démarche, j'attire votre attention sur le fait que ça peut avoir des conséquences très importantes sur les milieux naturels, et donc elles doivent être discutées localement avec les gestionnaires des espaces naturels pour savoir si cette pratique, cette modification de pratique est intéressante ou s'il ne faut pas mettre en place des mesures compensatoires sur les milieux naturels. Le troisième élément qu'on peut travailler également, on en a déjà parlé un petit peu, c'est de travailler sur l'amélioration des pratiques d'irrigation à la parcelle. Donc, du coup, d'équiper, de passer d'une irrigation gravitaire à une irrigation par aspersion, c'est la photo du milieu, à une irrigation goutte à goutte, ce sont les photos qui sont à droite, la photo qui est à droite, et puis aussi à une surveillance du besoin de la plante. Donc, on peut mesurer les besoins de la plante à la fois dans l'eau présente dans les sols, donc on a des dispositifs de tensiomètre, et puis on peut aussi surveiller maintenant la plante avec des dispositifs qui mesurent son stress hydrique directement sur la feuille ou sur la branche et qui permettent de déclencher ou de ne pas déclencher l'irrigation et donc d'avoir une irrigation au plus juste en fonction de la demande. Dans les dispositifs qu'on peut mettre en place également en matière d'atténuation, et on en a déjà parlé, c'est une fois qu'on a fait tous les actions qui sont précédentes, on peut se poser la question s'il ne faut pas essayer de stocker un peu plus d'eau. Donc c'est la question de la mise en place de solutions de retenue collinaire et de bassins de stockage. Et là, à nouveau, j'attire votre attention sur le fait que si vous imaginez ce genre de dispositif, prenez soin de bien associer l'ensemble des acteurs du territoire pour le mener. Sinon, on risque de se retrouver dans des situations de blocage, comme vous avez pu le voir dans les médias les mois derniers, avec des conséquences importantes. Donc, c'est possible. En région PACA, on l'a déjà fait plusieurs dizaines de fois. Il y a plusieurs dizaines de ce type de retenues qui ont été mis en place, mais ils ont été mis en place au travers de démarches de concertation sur les territoires qui ont permis d'expliquer pourquoi on arrivait à cette solution-là et pourquoi c'était une des solutions intéressantes, parce qu'on avait mené toutes les autres solutions auparavant. Voilà, et puis le dernier, alors j'en parle quand même sur le dernier dispositif, j'en parle quand même, c'est bien sûr une extension des réseaux d'irrigation. Parce qu'en fait, il faut quand même pouvoir proposer aux agriculteurs entre la modification des pratiques et des cultures et maintenant des solutions alternatives, puisque notamment en région PACA, on est sur des cultures qui sont dites de longue durée, c'est-à-dire qu'on est sur des cultures fixes, pérennes, qui nécessitent des investissements sur une vingtaine, voire une trentaine ou une quarantaine d'années. Quand vous mettez une vigne, elle est là pour un moment. Et donc, si on se dit on arrête d'irriguer les vignes, il va falloir trouver un petit moment de transition. Et ce petit moment de transition peut nécessiter effectivement d'équiper des parcelles en irrigation. Et c'est vraiment la dernière solution, je dirais, à mettre en place en ayant réfléchi toutes les autres solutions auparavant sur vos territoires. Voilà. Et puis, dernière solution, on en a déjà parlé un peu, faut avancer un tout petit peu parce que c'est une diapositive avec des... Voilà, je crois qu'on a l'ensemble. C'est une diapositive sur laquelle je ne vais pas trop la commenter, vous l'aurez, et surtout je vais laisser la parole aux intervenants suivants qui vont bien le détailler. L'idée étant de travailler sur le sol pour se dire comment on peut travailler sur ce sol en incluant des éléments qui vous ont déjà été donnés également, c'est-à-dire le travail sur le matériel végétal, qui soit plus précoce, qui soit moins sensible aux phénomènes climatiques, ou des modifications des paramètres climatiques à la parcelle avec l'agroforesterie, avec des ombrières, dont des panneaux photovoltaïques, bien évidemment, la brumisation dont on vous a parlé tout à l'heure. Voilà. Donc, à votre disposition pour répondre à l'ensemble des questions que vous pourrez avoir par la suite. Merci.
Oui, merci beaucoup Philippe. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à en poser dans le chat si vous en avez des questions. On y répondra juste après. Et donc, merci aussi pour la transition, effectivement. Donc, je laisse la parole à Sandrine Candelier pour l'ADEME et à François Groel de la Chambre régionale d'agriculture pour parler de ce sol, justement, comme interface entre l'alimentation et le climat. Oui, alors bonjour, c'est moi qui commence et je vais être très rapide. J'ai promis que je faisais ça en 20 secondes. Donc sur la première diapo sur ce sujet, c'est une diapo que vous avez déjà vue au premier webinaire, donc je vais effectivement pas la commenter et vous proposer, si vous voulez en savoir plus, de revenir sur le premier webinaire qui sera en ligne. L'objectif, c'était juste de rappeler que le sol a beaucoup de fonctions, mais Albert vous l'a dit aussi tout à l'heure. Donc la diapo suivante, c'est pour vous montrer qu'il y a des fonctions écologiques, c'est-à-dire qu'il y ait l'homme ou qu'il n'y ait pas l'homme au milieu, il y a des fonctions du sol. Et par contre, il y a des services écosystémiques rendus par le sol pour nous. Si tu peux faire avancer, Christelle, les diapos en continuant à avancer. L'objectif là, c'est simplement de vous montrer la suivante. C'est-à-dire qu'il y a une seule chose à retenir, et vous l'avez vu, parce que franchement, ça ne donne pas envie de regarder le diapo d'avant, il y a des liens de tous les côtés. Donc c'est un système extrêmement complexe, et c'est vraiment le seul message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait devant un système complexe? Déjà, on y fait super attention, parce qu'on n'a pas envie qu'il se dérègle. Et ensuite, on va voir des spécialistes quand on a le moindre doute. Et c'est pour ça que je passe la parole à François, un des spécialistes. Merci. Merci Sandrine. Vous m'entendez bien? Pas de problème? On a fait le test tout à l'heure. Donc, effectivement, donc on va passer à la diapo suivante. Alors, c'est assez facile parce qu'en fait, j'arrive en fin de parcours et Albert Blondeau a très bien présenté. Elle nous a fait presque un cours d'agronomie avec des reprises sur les fonctions des sols. Et puis Philippe, pareil, a fait l'introduction comme il fallait. Donc c'est parfait. L'idée, c'est qu'on a des sols qui sont un peu particuliers en région sud, puisqu'on est en système méditerranéen, des sols qui réagissent pas forcément de la même manière, très sensibles à l'érosion quand il y a quand il y a des événements climatiques intenses, qui ont des propriétés au niveau de la matière organique qui sont différentes, puisqu'on est dans un système beaucoup plus chaud. Voilà, donc malgré tout, on se rend compte qu'on a un niveau de qualité des productions qui est très important. On a une trentaine d'AOP ou d'IGP, je ne parle même pas des vins, mais sur les huiles, enfin bon, bref, vous les connaissez, tous ces signes de qualité importants dont il faut préserver la production. Et puis, tout ça en intégrant les aspects qu'on a évoqués tout à l'heure d'agroécologie, notamment les économies d'intrants chimiques, les dépenses d'énergie, on est vraiment dedans, le stockage du carbone, et puis ce qu'on vient de voir tout de suite, la gestion de l'eau. Donc, mettre en place des pratiques agricoles qui contribuent à préserver les sols et qui valorisent les propriétés des sols cultivés. Pour la petite anecdote, ce matin, j'ai participé à un webinaire européen sur la santé des sols et la qualité des sols, puisqu'il y a un travail important, il y a une directive sol qui va être, je l'avais évoqué donc la dernière fois, réexhumée et donc qui va vraiment devenir opérationnelle. On intègre vraiment le sol en tant que compartiment extrêmement important, l'interface qu'on a évoquée tout à l'heure avec toutes les fonctions qu'on avait évoquées au premier webinaire. L'idée, c'est principalement de travailler sur la gestion des composantes chimiques, physiques, biologiques de la fertilité. C'est une priorité avec des enjeux importants, notamment la préservation du foncier. C'est quelque chose d'important dans notre région avec la pression foncière énorme. Je ne reviens pas dessus parce que ça a été traité par ailleurs dans le cadre des programmes alimentaires territoriaux. Comme on l'a vu tout à l'heure, optimiser les agrosystèmes en tenant compte des caractéristiques des sols et du climat, et puis préserver et développer cette fertilité pour obtenir une meilleure autonomie du système, des performances techniques et économiques et une moindre dépendance aux aléas. On va appeler ça la résilience. Le petit schéma qui est à gauche montre que le sol, comme on a vu tout à l'heure, il est très loin de se fabriquer, mais qu'on a des leviers techniques de fonctionnement, notamment sur les intrants, les aménagements qui ont été évoqués tout à l'heure, donc sur les sols. Diapo suivante. Alors, petit focus, on l'a évoqué tout à l'heure très rapidement, on a montré par exemple qu'Arvalis travaillait donc les instituts techniques qui sont dans la partie basse de cette diapositive. Il y a énormément d'instituts techniques par filière.
Alors, j'ai mis la diapo de tous les instituts techniques. Tous ne sont pas ici, il n'y a pas de betterave hein, pratiquement dans la région, mais on a les instituts type Arvalis sur les grandes cultures, Astrodor sur l'horticulture, les légumes, donc CTIFL. Et puis en haut, il y a un ensemble de stations d'expérimentation. L'idée de ces webinaires, c'est aussi de vous mettre les animateurs des programmes alimentaires territoriaux en relation avec les experts et en relation avec des ressources que vous allez pouvoir trouver. Toutes les stations d'expérimentation qui sont présentes dans la région sont regroupées au sein d'un site qui s'appelle RD PACA, donc qui se trouve sur le site de la Chambre régionale d'agriculture et dans lequel vous avez énormément d'informations que vous pourrez aller collecter. Je ferme la parenthèse sur l'écosystème, on va dire, de recherche de R&D agricole. Je mentionnais vite qu'effectivement aussi toutes les universités, l'IMBE, l'INRAE qui travaillent sur ces aspects-là. Diapo suivante, Christelle. Et nous avons contribué, nous avons réalisé un inventaire, un recensement des actions qui sont mises en place au niveau régional. Par exemple, sur la photo, sur l'image de gauche, vous avez maintenant accès en ligne sur le géoportail à la cartographie des sols. Alors, c'est du 250 millième, hein, c'est pas précis du tout, mais ça donne une idée quand même des grands types de sols qu'on peut retrouver dans la région. C'est intéressant d'avoir une vision macroscopique. On a aussi des approches beaucoup plus pointues qui vont sur de la cartographie et de la donnée analytique de manière plus précise. Et on retrouve tout ça sur des sites nationaux, notamment de l'INRAE, un site qui s'appelle Infosol. Vous allez avoir toutes les références et les éléments dans la diapo terminale de ce document, de cette présentation. Nous avons aussi travaillé beaucoup sur ce qui se fait au niveau des outils et méthodes pratiques sur le terrain, donc pour aider les agriculteurs. Alors, une petite anecdote, vous voyez à droite une photo avec des slips, hein, c'est ce qu'on appelle le test du slip, c'est un test très pédagogique, on prend des slips en coton qu'on va enterrer pendant un certain temps et on va observer leur dégradation par l'écosystème sol dont Albert a fait une présentation tout à l'heure assez détaillée. Diapo suivante. Alors, on a évoqué, et Valentin l'a fait très fortement tout à l'heure, les différents types de groupes, et notamment les GI2E qui travaillent sur les sols, donc je ne vais pas m'étendre sur la question. Il y a des GI2E qui ont été présentés, vous avez la cartographie, l'accès, ils sont près de chez vous, il y en a près de chez vous. Ils travaillent sur la connaissance des sols avec des approches très techniques, mais également très pédagogiques. On a cité la gestion de la matière organique, par exemple l'Argena qui se trouve dans la vallée de l'Arc, à côté de Tretz, travaille sur l'aspect de la gestion de la matière organique. Ça a été évoqué tout à l'heure dans le fonctionnement des sols. C'est un élément extrêmement important et il est en relation avec les collectivités puisque ça va être comment on va faire pour faire le recyclage des matières organiques des déchetteries qui sont apportés dans les déchetteries, et puis au 1er janvier 2024, les biodéchets des collectivités. Donc une interface très importante avec notre territoire. Diapo suivante. Il a été cité tout à l'heure les travaux sur l'interculture et les couverts végétaux, notamment dans la vallée de la Durance, Agribio 04 avec la Chambre d'agriculture. J'ai vu tout à l'heure une diapo sur un projet, donc avec Arvalis. Là, on intègre par exemple des légumineuses dans la rotation, des légumineuses qui vont fixer l'azote atmosphérique de manière à diminuer l'utilisation de l'azote industriel, comme ça a été évoqué par Albert Blondeau tout à l'heure. Et puis d'autres travaux sur la gestion des résidus de culture. Alors ici, on est en vigne et on n'est pas sur de l'alimentaire, mais malgré tout, en termes de méthodologie de travail, l'enherbement entre les rangs de vignes est extrêmement important pour lutter contre l'érosion, donc contribue aussi à la protection des sols. Diapo suivante. Tout ça, ce sont donc des exemples. Hein, voilà, la stimulation de l'activité biologique des sols, notamment en intégrant de la matière organique. Après, on pourrait parler on a des gens qui apportent de la matière, je dis des poudres de perlimpinpin, comme on dit, donc faut être aussi extrêmement vigilant. D'où l'intérêt d'avoir toutes ces stations d'expérimentation et ces experts d'instituts techniques qui font de l'expérimentation et qui travaillent sur des produits qui pourraient être apportés par des entreprises et qui n'ont pas forcément un intérêt extrêmement important pour le sol. Donc là aussi, on a un regard très vigilant à caractère scientifique pour être vraiment dans les clous. La gestion de l'eau et de l'azote, alors ça a été évoqué tout à l'heure par Philippe, donc je ne reviendrai pas dessus, mais là aussi, on a un travail important, on a évoqué les zones vulnérables, donc la protection des eaux
contre, contre les contaminants, et notamment la gestion de l'azote, qui est un des facteurs, des intrants extrêmement importants, et dont il faut contrôler les apports de manière à ne pas saturer les sols au moment des pluies hivernales, par exemple. Voilà, donc tous ces travaux sont conduits avec des agriculteurs, avec des groupes d'agriculteurs sur vos territoires. Et donc, l'idée, c'est de vous rapprocher, diapo suivante, donc, des experts qui sont dans vos secteurs. Vous pouvez nous solliciter, bien sûr, c'est pour ça qu'on a fait ça. Et les journées du mois d'octobre le permettront de le faire de manière beaucoup plus, on va dire, en présentiel. Ce sera plus simple. Donc, vous avez une diapositive ici qui regroupe en effet l'entonnoir, donc des ressources nombreuses du niveau national, notamment celle de l'ADEME, qui ont été évoquées lors du premier webinaire, celle de l'Association française pour l'étude des sols, c'est une mine d'or pour ceux qui veulent travailler là-dessus, les travaux sur la gestion des sols, donc le GIS-Sol, et sur le plan donc, plus régional, tous les travaux d'accompagnement qu'on a évoqués tout au long d'un midi, qui figurent sur la plateforme RD Agri, sur le site des GI2E. Et puis, si vous voulez avoir un petit listing des opérations qui ont été conduites jusqu'en 2020, vous pouvez aller sur la plateforme RD Agri nationale, sur laquelle figurent les résultats d'expérimentation. Vous avez un catalogue, par exemple, des expérimentations qui ont été faites ou des opérations qui sont menées sur les territoires de la région sud, pendant la Côte d'Azur. Voilà. Je n'insiste pas sur la partie préservation des fonciers, puisqu'elle avait déjà été vue par ailleurs. J'en ai terminé, et je vous remercie. Merci à Sandrine aussi pour la collaboration. Merci à vous. Alors déjà, peut-être vous remercier tous et toutes pour vos interventions de qualité. On avait prévu un petit challenge d'1 h 30, on ne l'a pas tenu, mais il y avait tellement d'informations à vous faire passer, c'était un petit peu couru d'avance. On avait vraiment envie quand même de balayer l'ensemble des questions qui peuvent concerner l'adaptation des pratiques agricoles. Donc, tous ces liens, tout le diaporama et puis même l'enregistrement du webinaire, vous les retrouverez très prochainement sur le site du réseau rural, de même que effectivement ces retours des journées sur le foncier agricole qui avaient eu lieu en 2019 dans le cadre du réseau régional des PAT. Je vous mets avant d'attaquer les questions, parce qu'il y a quand même déjà deux questions dans le chat. Je vous mets aussi en lien un formulaire. Alors, c'est plus pour recueillir vos besoins. Donc, comme vous le savez, Chloé est aussi poste-relais ADEME sur ces questions de changement climatique et PAT. On essaye de recueillir aussi vos besoins pour voir comment y répondre sur ces questions-là, et puis peut-être aussi pour construire effectivement la fameuse journée en présentiel qui aura lieu début octobre. On reviendra vers vous assez prochainement avec la date fixée pour que vous puissiez vraiment la retenir dans vos agendas. Donc déjà, je vous partage ce formulaire, et puis donc après, on a effectivement 2 questions. Sandrine, je ne sais pas si tu veux, donc qui sont un peu plus larges, de Pierre Vétillard de la région, qui concernent donc effectivement l'impact possible ou pas de la structuration foncière et la difficulté à renouveler les générations. Est-ce que ces phénomènes-là sont de nature à freiner la transformation de l'agriculture vers l'agroécologie? Donc la question, je vais la reposer, la relire complètement. Entièrement, C'est oui. est-ce que la structuration foncière, avec parfois des transmissions de terres qui se traduisent par une extension des exploitations existantes, et la difficulté à renouveler les générations, sont-elles de nature à freiner la transformation vers l'agroécologie? Donc, moi j'aurais envie de dire que non, parce qu'on n'a pas besoin d'être petit pour faire de l'agroécologie. Je pense que l'agroécologie, c'est un concept adaptable à toute taille d'exploitation agricole. Oh, oui, en théorie, oui, mais après, il faut que les gens aient les moyens. Et il me semble il y a aussi un peu une question de génération. Il y a quand même plus de jeunes intéressés par l'agroécologie et qui n'ont pas les moyens d'avoir des domaines immenses. Enfin, En tout cas, c'est pas un problème technique, au Oui. sens où l'agroécologie, ça peut être partout. Voilà. Alors, moi, j'en profite pour faire de la pub pour nos collègues de l'INRAE,
qui ont sorti récemment une petite étude prospective sur l'Europe, l'agriculture européenne sans pesticides en 2050. Et ils ont quand même 3 scénarios pour y arriver. Donc, c'est clairement aussi des choix politiques et ça fait partie de leur enseignement, hein. C'est-à-dire, voilà, on a des choix à faire et donc on n'est pas sur une question de taille d'exploitation. On peut effectivement faire ce choix. Techniquement, c'est faisable. Par contre, il y a tout le reste. Il y a la manière dont sont gérées voilà, les aides. Je vous invite à lire ce petit résumé de la prospective de l'INRAE. Est-ce qu'on pourra avoir le lien vers cette... Tout à du fait. coup, nous faire passer le lien. La deuxième, parce que Oui, et puis tout à fait. j'essaie de Oui, le super. mettre. Sur la seconde question, on parle peu de l'élevage et des problèmes sur les milieux liés au traitement sanitaire. Comment le sujet se traite quand on parle d'agroécologie? Mais oui, non, mais en agroécologie, il y a de l'élevage, ça c'est clair. Et j'aurais dû en dire un tout petit mot, mais bon, j'avais que 10 minutes, donc voilà, c'était un petit peu un choix. Mais l'élevage est absolument nécessaire parce qu'il va entre autres apporter de l'engrais, voilà, et de la matière organique. Il va être dans un milieu, enfin c'est de l'élevage, c'est surtout pas de l'élevage industriel, hein, c'est vraiment des animaux, des ruminants qui sont à l'herbe, bien évidemment. Ça va être des poules qui peuvent être sous les arbres fruitiers, etc. Et ça participe de la diversité, de la complémentation. Par exemple, les gens qui font de l'élevage laitier, enfin des brebis, etc., ils vont avoir du petit lait et ils vont pouvoir le donner à quelques cochons. Enfin, c'est une utilisation de toutes les ressources. Enfin, vraiment, c'est un cycle, quoi. Et donc, a priori, oui, allez-y. Oui, vas-y. François. Oui, François. Donc, je complète effectivement, dans la région, on a de l'élevage bovin, donc sur la partie montagne, on va dire principalement, avec une gestion des effluents qui est quand même relativement bien organisée, et donc avec une contribution au niveau paysager très importante. Et c'est le cas encore plus sur l'élevage ovin et l'élevage caprin, qui est dominant dans notre région et qui contribue au pastoralisme, qui contribue au maintien des paysages. Donc voilà, avec une pression, on va dire, sur le milieu qui est bien moindre que ce qu'on peut retrouver dans des zones d'élevage bovin intensif, important. Donc on n'a quand même pas du tout la même pression et c'est justement un atout et on est vraiment dans une approche beaucoup plus technique, hein. En plus, pour revenir sur un petit peu la transmission, les exploitations, etc., on est quand même dans des exploitations de beaucoup plus petite dimension que ce qu'on trouve au niveau national. Donc on a, comment dire, on va dire, c'est plus simple en termes de gestion des paysages, par exemple. Oui, et encore, si j'ai le temps, un petit commentaire sur l'élevage, parce que bon, je viens de domaines où vraiment les gens travaillent sur le climat, et vraiment, on n'arrêtait pas de dire « Ah, les ruminants, c'est la catastrophe parce qu'ils émettent du méthane, et donc s'il faut supprimer la viande, mais pas complètement, supprimons plutôt tous ces ruminants. » Et en fait, c'est vraiment une erreur. Il faut diminuer, ça c'est clair, mais les ruminants rendent… pourquoi ils sont ruminants? Ils sont ruminants parce qu'ils permettent de mettre en valeur des territoires que les autres, les monogastriques, ne peuvent pas. Les ruminants, ils sont capables de digérer ces broussailles, ces herbes. Les porcs et les poules et les volailles, vous êtes obligés de leur donner à manger. Donc, en gardant ces ruminants, on peut bénéficier de plus grandes ressources, donc tous les montagnes sèches du bassin méditerranéen. Il nous faut évidemment des ruminants. Ensuite, les prairies ont une richesse aussi en biodiversité qui est incroyable et elles stockent énormément de carbone. Donc, les gens qui travaillent sur le climat en sont un peu revenus de cette histoire que les ruminants, c'était que du méthane et c'était pas bien. Super, la manière merci. dont les ruminants. Du coup, Émilie a transmis dans le chat, merci Émilie, les liens vers l'étude du coup de l'INRAE. Donc merci beaucoup. Il y avait également une question de Violette. Voilà, oui, qui est importante. Tout à fait. Et c'est une excellente question. C'était effectivement un petit peu là-dessus aussi qu'on voulait revenir sur la conclusion.
Finalement, donc le but du jeu pour nous, c'était de vous transférer à donc porteur de PAT un certain nombre d'informations pour vous permettre de voir comment vous pouvez agir. Donc j'ai 2 réponses à ça. La première, c'est la pub pour la journée en présentiel en octobre, où là, le but du jeu, ça sera vraiment d'en discuter et de rentrer dans le détail. Et la deuxième, pour répondre directement à la question de Violette, donc oui, effectivement, les rôles que peuvent jouer les collectivités. C'est d'une part dans le réseau, enfin, dans l'animation d'un PAT, c'est de savoir, alors je reviens sur la première intervention sur la démarche pour d'adaptation, comment on peut mettre ça en place. Donc on peut réfléchir à un niveau de territoire ou sur une filière. En tant que porteur de projet de PAT, vous pouvez regarder ce qui se passe sur votre territoire, voir si vous avez des structures susceptibles, donc vous avez vu qu'il y en a plein en fait, hein, susceptibles sur votre territoire de travailler sur ces démarches-là, en lien avec l'alimentation. Vous pouvez les solliciter, voir leur enfin, j'allais dire dans le monde agricole, en principe, tout le monde connaît les GI2E, mais c'est un outil qui est extrêmement intéressant pour travailler collectivement. Donc ça peut être utile d'essayer de faire démarrer un GI2E sur un sujet d'adaptation d'une filière alimentaire, comme celui qui a été présenté par Valentin. Donc je pense que votre rôle d'animation, au regard de toutes ces informations qui sont effectivement nombreuses et pas forcément évidentes à digérer en 2 heures, il y a quand même surtout l'essentiel, c'est d'aller voir les liens et les outils qui vous permettent de réfléchir sur vos territoires avec les gens présents à des développements d'actions pour l'adaptation. Alors je ne sais pas si c'est suffisant comme réponse ou si Violette, tu vas trouver que j'exagère, mais sinon on en reparle en octobre ou avant. Oui, éventuellement avant. En tout cas, l'idée de la journée d'octobre, ce sera justement que vous puissiez venir les uns et les autres avec des projets qui émergent sur vos territoires pour échanger avec tout le panel d'experts qui ont été mobilisés déjà sur les webinaires, voir comment ils peuvent vous accompagner pour aller vraiment de l'avant sur ces projets et vous inspirer les uns les autres en fait, voilà, des démarches qui sont en cours sur vos différents territoires. Peut-être juste pour répondre à Muriel, effectivement, toutes les présentations, donc celles du webinaire d'avril, hein, que ce soit la présentation ou l'enregistrement, sont déjà disponibles sur le site du réseau rural, dans l'onglet en fait, qui concerne vraiment le réseau régional des projets alimentaires territoriaux, le réseau régional des PAT, et celle d'aujourd'hui avec donc tous les liens qui sont déjà contenus dans le diaporama ainsi que l'enregistrement du webinaire seront également disponibles vraiment très prochainement. Il y avait Valérian qui rappelait que le modèle agroécologique européen TIFA parle justement de la place des ruminants. Absolument. Et Violette, effectivement, merci, oui, ça mérite en effet d'être creusé, tout à fait. Et n'hésite pas à revenir effectivement vers les uns et les autres. C'était aussi pour vous montrer un petit peu le panel des personnes qui peuvent vous soutenir en fait dans vos démarches sur les différents aspects que peuvent comporter les projets qui permettent l'adaptation au changement climatique dans les filières alimentaires. S'il n'y a pas d'autres, alors il n'y a pas de main levée, je vois plus de réponses dans le chat et on a fait 2 heures. C'était bon, assez normal avec un sujet aussi complexe et aussi vaste. Je vous remercie. Je remercie vraiment tous les intervenants de leur collaboration pour la mise en place de ce webinaire. Puis je remercie tous les participants aussi pour votre attention. Et on se dit à très bientôt pour le 3e webinaire, donc le 13 juin, qui concernera la partie aval des filières alimentaires. Donc voilà, tout ce qui va de la transformation jusqu'au consommateur. À très bientôt. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose ou c'est OK? On clôture comme ça. Merci à vous en tout cas. À très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.